Parfait, merci Isabelle. Je vais vous présenter maintenant notre intervenant côté Astérop. Il s'agit de Sophie Blanchet, qui est notre directrice du département études et méthodes. Comment ça va, Sophie? Ça va bien, merci Maëlys. Donc bonjour à tous et donc ravie également de vous voir tous connectés. Donc moi je dirige donc le département études et méthodes, c'est-à-dire que nous sommes une équipe de statisticiens et d'experts en data mining qui réalisons donc tout ce qui est analyse des données, donc sur les données de votre entreprise ou de données externes justement pour enrichir votre connaissance des comportements clients ou de votre réseau. Et donc, c'est nous qui concevons aussi des indicateurs opérationnels ou des outils de simulation pour répondre à vos différents enjeux marketing, géomarketing ou métier. Merci Sophie. Alors, je vous présente rapidement le sommaire du webinaire. Donc, on commencera dans un premier temps, écoutez, pour vous introduire aussi ce webinaire, c'est vous expliquer qui nous sommes à Astérop et quelles sont nos missions. Ensuite, Sophie vous expliquera les enjeux de la connaissance client et la problématique de ciblage qui en découle. Et je passerai ensuite la parole à Isabelle qui vous présentera Maximize un peu plus en détail et qui vous parlera notamment de plusieurs campagnes de marketing direct qui ont été mises en place pour un acteur du domaine de la santé. Sophie illustrera donc sur cette base comment les données de géomarketing peuvent venir enrichir les ciblages réalisés sur ces 3 campagnes. Et on terminera cette conférence en vous expliquant pourquoi le marketing direct et le géomarketing sont des expertises complémentaires qui peuvent bénéficier à votre stratégie. Alors tout d'abord, qui sommes-nous à Astérop et quelles sont nos missions ? Donc Astérop est une société qui est experte en optimisation de la performance des réseaux. On accompagne les entreprises dans leur réflexion stratégique et jusqu'au déploiement de plans opérationnels. C'est valable pour tous les secteurs qui existent, que ce soit de la grande distribution à la banque et assurance, en passant par le secteur public. Notre expertise s'appuie sur les 4 piliers du géomarketing, donc c'est-à-dire le conseil, les prestations de méthodologie, les bases de données et la technologie avec notre suite décisionnelle Analyzer. On fête cette année nos 15 ans et j'en profite pour vous informer que vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur certains des produits et certaines des données éditées par Astérop. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.asterop.com. Et je passe maintenant la parole à Sophie pour vous expliquer les enjeux et les ciblages sur la connaissance client. Merci Maëlys. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la connaissance client parce que c'est effectivement un enjeu fondamental aujourd'hui de la grande majorité des entreprises, surtout dans l'univers multicanal, voire omnicanal dans lequel on évolue aujourd'hui. La question principale qui est relativement large, à laquelle on peut essayer de répondre avec des outils de connaissance client, et donc finalement comment je peux définir la bonne action au bon moment sur le bon canal et pour le bon client. On sait qu'on a des clients avec des profils très variés. Et donc, finalement, comment on peut appréhender ces clients pour vraiment bien cibler les actions commerciales et marketing. La position d'Astérop sur la connaissance client, en fait, c'est d'aller apporter des données complémentaires à vos données existantes, puisque en règle générale, vous connaissez bien vos clients par le prisme de leur comportement d'achat ou des demandes qu'ils ont fait envers votre entreprise. Mais par contre, les données externes qui concernent plus leur profil et leurs appétences sont souvent très riches puisqu'elles permettent de comprendre justement ce qu'ils pourraient faire et qu'ils ne font pas aujourd'hui et manquent assez souvent. Donc nous on pense globalement que par l'information géomarketing et notamment l'utilisation de l'adresse, on peut vraiment enrichir cette vision du client. Et c'est donc ce phénomène que nous allons essayer d'illustrer aujourd'hui. Donc plus précisément, aujourd'hui, on va travailler ensemble sur une problématique de ciblage. Globalement, quel que soit le canal que vous utilisez pour réaliser vos campagnes marketing, il y a une problématique de ciblage qui se pose. Pourquoi ? On pourrait effectivement se dire qu'on peut envoyer nos offres à l'ensemble de notre base systématiquement. Malheureusement, cela présente soit des coûts, donc que ce soit notamment quand on envoie des offres par courrier ou des actions téléphoniques, il y a un coût évident à ces actions-là. Que ce soit aussi pour réduire le risque de délivrabilité. Quand on parle, et là ce sera le cas avec Maximize de campagne mailing en fait, on va avoir un risque de délivrabilité par rapport aux fournisseurs et on risque déjà de passer relativement souvent au spam et finalement d'être refusé par les fournisseurs d'accès. Et enfin pour réduire l'attrition, car à force d'envoyer des messages mal ciblés à des clients qui finalement ne sont pas concernés par le message envoyé, on va générer une certaine frustration et finalement un risque de saturation et nuire à l'image de l'entreprise.
Donc aujourd'hui, notre objectif, ça va être d'essayer de comprendre en fait quels sont les facteurs explicatifs qui peuvent expliquer les attentes et les besoins des clients et comment on peut essayer d'anticiper les réactions aux campagnes et aux actions marketing pour mieux cibler notre base client. Donc j'ai essayé de vous faire un petit schéma illustratif. Donc si on part par exemple d'une base de 1000 clients qui n'est pas différenciée, donc on va faire 1000 envois et on peut avoir par exemple un taux de réponse de 15% en ayant 150 réponses. Sur cette base de 1000 clients, il peut y avoir un fort risque puisque parmi tous les clients qui n'ont pas répondu, potentiellement il y en a beaucoup que notre message n'a pas non seulement pas séduit, mais en plus potentiellement énervé ou du moins ça a pu nuire à l'image de l'entreprise. Maintenant, si sur cette même base, on a pu segmenter les clients en 3 catégories plus ou moins sensibles en fait au message qu'on veut envoyer, on voit qu'en ciblant par exemple les 2 premières catégories, donc la jaune et la violette en l'occurrence, avec des meilleures appétences par rapport au message à envoyer, on peut avoir un taux de réponse de 22% et donc à la fois, disons, améliorer le rendement de la campagne et réduire le risque sur les clients mal ciblés. Merci Sophie. On va passer à une petite question de sondage avant d'entamer le reste de la présentation. On voudrait savoir si votre entreprise dispose d'un outil de CRM. Donc oui, et il est utilisé pour cibler vos clients. Oui, mais il est peu utilisé pour cela. Non, pas à votre connaissance. On vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Encore 10 petites secondes. Parfait, je pense que tout le monde a voté, donc on ferme le sondage. Et donc je partage les résultats avec vous. C'est assez intéressant puisqu'en fait on a 45% des participants qui ont déjà un CRM et utilisé pour cibler les clients. En revanche, on tombe à un pourcentage de réponse assez similaire entre les 2 dernières possibilités. Donc on a un panel de personnes qui utilisent le CRM de manière assez différente et c'est intéressant pour le reste de notre présentation. Je laisse donc la parole à Sophie. Merci Maëlys et merci d'avoir répondu donc à ce petit sondage. Donc l'objectif de cet atelier, ce sera donc sur la base de cette notion de connaissance client et donc des problématiques de ciblage, d'illustrer sur un cas pratique donc que l'on a pu travailler avec Maximize, donc l'enrichissement des données géomarketing et comment ces données peuvent permettre d'affiner les ciblages. Donc je remercie beaucoup Maximize d'avoir accepté donc de travailler avec nous sur ces campagnes donc dans le secteur de la beauté. Et donc, je vais laisser Isabelle présenter Maximize. Sophie, donc juste avant de laisser la parole à Isabelle et avant qu'elle vous parle de Maximize, pardon, je suis allée un peu vite, je lance un autre sondage puisque nous aimerions toutes les 3 savoir si avant d'assister à ce webinaire, vous connaissiez déjà Maximize et les questions et les solutions qu'il propose. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Encore quelques secondes pour vous laisser répondre à cette question assez simple. Parfait. Je ferme le sondage et je partage avec vous les résultats. Vous allez voir que c'est assez intéressant puisque, comme pour notre premier webinaire avec Tequento, personne, en tout cas, ne connaît vraiment la société en profondeur et n'a travaillé encore avec Maximize. Donc c'est vraiment intéressant pour nous que vous soyez là aujourd'hui et on espère que à l'issue de cette présentation, vous n'aurez plus de questions à propos de cette société. Donc je laisse la parole à Isabelle. Merci Maëlys. Donc je vais essayer brièvement de vous présenter qui est Maximize, parce que vous êtes beaucoup à pas nous connaître.
Alors, Maximas, c'est une société qui existe depuis 1999, qui est cotée en bourse, qui a une présence européenne à travers deux activités principales que je vais détailler derrière. Une activité de fidélisation, on opère depuis des années des programmes de fidélité, et on opère aussi notre propre programme, qui est un programme coalisé dont je vous parlerai. Et on a une autre grande activité dans les panels en ligne, puisqu'on travaille avec tous les instituts de sondage pour fournir des répondants à des questionnaires. Un peu plus en détail je vais me concentrer aujourd'hui sur la partie CRM et fidélisation puisque c'est au cœur de notre problématique du jour. Donc sur la partie programme de fidélité CRM, on peut opérer un programme de A à Z, donc que ce soit le conseil et la stratégie pour la construction de ce programme, qui sont les bons nombres à faire entrer dans mon programme, comment on va faire, est-ce qu'on fait un programme d'avantage, un programme à points, etc. Tout l'aspect technologique, puisqu'on a développé nos propres outils pour monter un programme de fidélité. Tout l'aspect orchestration multicanal de ce programme, on est capable d'associer à un programme en ligne aussi une app mobile, par exemple, pour permettre aux gens de retrouver leurs points, leurs cadeaux. On est capable de sourcer les cadeaux pour un programme, et puis aussi, c'est pas sur ce slide, mais tout ce qui est centre contact client, les personnes qui vont appeler, j'ai pas eu mes points, j'ai pas eu mon cadeau, j'ai pas pu faire ceci, cela en magasin, etc. Un peu plus en détail sur le slide d'après, bon, l'idée n'est pas de passer tout ça en revue, mais globalement, vous dire qu'on est des spécialistes de tout ce qui va être connaissance client, donc de data mining, de scoring, de profiling, de segmentation, de calcul d'ARPU aussi, c'est-à-dire calculer la valeur des clients dans le temps en fonction de la manière dont on les a collectés, dont on les a fait rentrer dans notre base de données. On fait des prestations beaucoup plus techniques, de l'hébergement, on route des millions d'emails et de SMS, de notifications chaque mois. On sait traiter les données, les appender, voilà, améliorer des bases, enrichir des bases avec certaines données, des choses comme ça. Et au cœur de la fidélisation purement, on sait concevoir des programmes, que ce soit en B2C ou en B2B, construire, comme je vous le disais, des programmes, ça peut être toutes sortes de programmes, on fait aussi du cashback. Voilà ce que je peux dire principalement, le reste je l'ai déjà évoqué. Rapidement, quelques références pour que vous vous donniez un ordre d'idée. On intervient dans à peu près tous les secteurs. On a évidemment beaucoup de web players puisque notre programme mutualisé dont je parlerai un peu plus loin, maximize.com, est 100% online. Donc on a énormément d'acteurs chez qui nos membres peuvent acheter et ils vont gagner des points Maximize pour leurs achats. On intervient beaucoup dans le monde de la banque, dans certains FMCG, et puis aussi en hôtellerie, tourisme, dans l'automobile, les télécoms. On a beaucoup de programmes dans l'hôtellerie, dans la banque, et puis en France, pour les plus connus, on opère les programmes UGC, Baladin, BNB, par exemple. J'ai rapidement derrière mis un exemple pour que ce soit plus clair pour vous. Donc par exemple depuis quelques mois on opère au Maroc la carte Total Club. Donc on a lancé avec Total dans les stations-service une carte qui permet à la fois aux clients des stations et aussi aux employés, puisque au Maroc c'est les employés qui servent l'essence dans les véhicules. Ça leur permet de gagner des points aux uns comme aux autres et d'échanger à nouveau ces points contre des cadeaux. Voilà. Alors on va passer un peu plus de temps sur le programme maximize.com puisque c'est à partir de ce programme que nous avons construit l'exemple d'aujourd'hui. Donc maximize.com, j'en ai parlé, c'est une communauté d'acheteurs malins et ultra connectés puisque, comme je vous le disais, ils reçoivent des points pour acheter chez tout un tas de marchands, que ce soit dans l'univers du voyage, de la mode, de tout ce qu'on veut, de la beauté, de la santé, etc. Et les points sont échangeables contre des cadeaux. Donc nous sommes très regardants sur tout ce qui est législation. Donc l'ensemble de nos membres déposent un opt-in, donc donnent leur accord. Un opt-in, ça signifie qu'ils donnent leur accord pour qu'on leur écrive. On a aussi un opt-in par canal, ils donnent à la fois leur accord pour qu'on leur écrive par email, mais c'est un opt-in différent si on veut leur envoyer des SMS. Voilà, on est très regardant là-dessus. Donc aujourd'hui en France, c'est 3 600 000 membres. On recrute à peu près 30 000 nouveaux membres par mois.
Et comme je vous le disais, c'est l'ensemble de ces membres et le support pour nous, donc si là je me place du côté annonceur, de 3 activités. Une activité donc fidélisation et CRM, comme on vient de l'évoquer, une activité de panel en ligne, j'en parlais au début, et puis une activité de marketing direct. Donc c'est à partir de cette activité qu'on va vous présenter l'exemple d'aujourd'hui. Donc marketing direct, ça signifie qu'on est capable, pour un annonceur quelconque, par exemple Mythique ou Michelin là, qui sont cités, eh bien de faire un envoi. Par exemple, je veux 100 000 personnes qui ont aujourd'hui, qui sont déclarées célibataires pour faire un envoi pour Mythique, par exemple. C'est une manière dont on exploite notre base. Donc on va passer à l'exemple d'aujourd'hui. Puisque dans cette base, nous avons, je le disais, environ 1,3 million d'adresses email, 2,1 millions d'adresses postales, et à peu près 200 000 téléphones fixes, 400 000 SMS, et on peut cibler n'importe lequel de nos membres sur tout un ensemble de critères qui sont de 3 sortes. On a des données dites transactionnelles, donc c'est des données issues de tout ce que nos membres font dans notre programme. Dès qu'un membre va acheter chez un de nos partenaires, c'est une information pour nous. S'il achète chez, par exemple, Expedia, notre partenaire voyage en ligne, ben on sait qu'a priori, il voyage, qu'il a un certain niveau de vie, on sait combien il a dépensé, on sait à quelle fréquence il achète sur Internet, et comme on a énormément d'univers d'achat, on sait à peu près tout ce qui peut l'intéresser, tout ce qu'il achète en ligne. Donc ça, c'est vraiment du transactionnel, c'est basé sur une action de sa part. Ensuite, on a des données comportementales. Dès lors qu'on envoie un email, on sait qui a ouvert cet email, qui a cliqué sur cet email, sur quel lien de l'email il a cliqué. Donc j'envoie un email avec plusieurs partenaires, je vais savoir que, tiens, mon membre, il était plutôt intéressé par tel ou tel partenaire. Idem sur notre site, on peut savoir les partenaires qui vont voir sur le site et les cadeaux aussi qui les intéressent. Donc nous, on personnalise complètement la relation qu'on a avec nos membres en fonction de toutes ces informations. On sait qu'il a été voir tel cadeau 1 fois, 2 fois, 3 fois. On va essayer de le pousser à utiliser ces points pour prendre tel cadeau. Et enfin, des données déclaratives, on a à peu près aujourd'hui entre 200 et 500 questions plus ou moins bien renseignées dans notre base. On a 200 qui sont vraiment très bien renseignées sur l'ensemble de nos membres actifs. Donc ça va de quelle est la marque, le modèle de votre véhicule, combien vous avez d'enfants, l'âge des enfants, chez qui vous êtes assuré, combien vous dépensez par mois pour des produits de beauté. On pose énormément de questions pour pouvoir derrière bien cibler pour nos partenaires l'ensemble de nos membres. Donc on va derrière vous présenter quelques campagnes qui ont été menées pour un acteur de la beauté à partir de certains de ces critères, mais avant ça, on avait une petite question. Oui, alors une petite question de sondage. Quelles sont les données utilisées aujourd'hui dans votre entreprise pour cibler vos clients? Donc vous utilisez seulement des données transactionnelles, ou bien des données transactionnelles et d'autres types de données, comme les déclaratives, comportementales ou externes, ou bien vous ne savez pas. Donc avec la présentation que vous a fait Isabelle jusqu'ici, quelles sont les données utilisées aujourd'hui dans votre entreprise pour cibler vos clients? Transactionnelles avec d'autres types de données, déclaratives, comportementales ou externes, ou bien vous ne savez pas. Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Parfait. Eh bien, vous êtes presque 70% à utiliser les données transactionnelles et d'autres types de données, contre 23% pour des données transactionnelles. Parfait. Merci. Je relaisse la parole à Isabelle. Alors je vais vous présenter, donc comme je le disais, 3 campagnes pour un acteur de la beauté sur lesquelles on a travaillé. Alors bon, le principe est pas tellement dans le contenu des campagnes, juste que vous sachiez qu'il y avait 3 offres assez différentes, puisque la première campagne, si je pars de la droite, était en mai 2013 pour des produits solaires, la seconde en juin pour des shampoings, et la troisième en octobre pour une offre maquillage. Derrière, on a essayé de vous expliquer rapidement comment chez nous, on a ciblé ces campagnes, et vous verrez ensuite, Sophie vous expliquera comment, en croisant avec des données géomarketing liées à l'adresse de nos clients, on a réussi à améliorer significativement la performance de ces campagnes. Donc ces 3 campagnes, je vais volontairement passer un peu de temps là-dessus. La première, si on les prend pour le coup toujours dans le même ordre, donc en fait la campagne 3, c'était des femmes dites actives dans notre programme ou des femmes inactives dans notre programme mais qui avaient déclaré avoir un intérêt pour la beauté
et elles l'ont déclaré il y a moins d'1 an, ou qui avaient ouvert un email dans les 3 derniers mois. Donc là, on a un mélange de transactionnel entre guillemets sur la partie activité dans notre programme et de déclaratif et de comportemental, puisqu'on prend aussi des personnes qui ont ouvert un email dans les 3 derniers mois. La deuxième campagne, celle du milieu, c'était des femmes, uniquement que des femmes actives de notre programme, qui avaient déjà acheté dans l'enseigne en question, ou qui avaient acheté chez un autre partenaire beauté, ou qui avaient déclaré acheter des produits de beauté sur Internet. Donc là, on est purement dans le transactionnel, avec a déjà acheté, a acheté chez un autre partenaire, et dans le déclaratif, puisqu'on a aussi pris des questions autour de l'achat des produits beauté. Et la dernière, on a à la fois des femmes actives de moins de 40 ans qui ont déjà acheté aussi dans l'enseigne et qui ont déclaré se maquiller, pardon. Donc là, c'est un mélange de déclaratif puisqu'on utilise la date de naissance et puis de transactionnel puisqu'on avait des gens qui ont déjà acheté dans l'enseigne. Donc derrière, on a une vision des résultats bruts, on va dire, avant de travailler avec Asterop sur ces campagnes-là. Donc vous verrez, bon je vous laisse regarder en détail, mais on a des taux d'ouverture en fonction des moments, des produits, des objets, hein, tout ça c'est tout un métier de savoir faire en sorte que les personnes ouvrent mieux, ça dépend du ciblage, ça dépend des produits qu'on présente, ça dépend des objets, des expéditeurs. C'est tout ce travail qu'on fait, comme disait aussi Sophie, sur la délivrabilité, hein, faire en sorte qu'on arrive bien dans la boîte de réception chez Gmail, Hotmail, Yahoo, etc. et qu'on n'arrive pas en spam ou qu'on n'arrive pas du tout. Donc par exemple la campagne la plus ciblée, la campagne 2, où on avait uniquement 50 000 clients, on a 30% d'ouverture, donc 2 fois plus que les autres campagnes, mais qui sont bien plus larges. Et en transformation c'est pareil, la dernière ligne, ça va de 0,05%, qui est assez standard sur des campagnes email, hein, à 0,26% quand on est beaucoup plus ciblé, sauf que quand on est plus ciblé, on fait quand même au final moins de ventes, puisqu'on avait un volume d'envoi bien inférieur. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Sophie qui va vous expliquer comment, en travaillant avec Asterop, on a réussi ensemble à améliorer ces campagnes. Donc merci Isabelle. Donc effectivement, nous, ce qu'on a voulu voir, c'est en intégrant donc d'autres types de données, donc des données géomarketing. Et, je suis curieuse de savoir si parmi vous, donc puisque vous utilisez tous pas mal de données pour vos ciblages, certains utilisent déjà des données géomarketing. Donc nous, notre but, ça a été effectivement d'aller voir ce qu'on pouvait apporter finalement au travail de ciblage de Maximize. Donc on a travaillé sur les clients de l'enseigne en fait du secteur de la beauté, donc qui a été ciblé dans ces 3 campagnes. Puis bien sûr, on a commencé par géocoder cette base, hein, puisqu'on ne se refait pas. Et donc on se rend compte, quand on regarde juste déjà une analyse sur les taux de retour au niveau départemental, qu'on a des grosses différences locales. Et ça nous incite à penser que quand même l'adresse n'est pas complètement anodine et qu'a priori on va pouvoir récupérer des informations intéressantes pour essayer d'expliquer les taux de transformation. Donc là, on va regarder un petit peu au global sur les 3 campagnes comment les différents critères qu'on peut analyser impactent les taux de retour. Mais on voit bien effectivement, comme l'a dit Isabelle, qu'on a des différences sur les 3 campagnes, on y reviendra à la fin. Donc quelles sont les données d'enrichissement qu'Asterop peut intégrer en fait à ces analyses? Donc on géocode donc bien entendu les clients. Donc là sur l'exemple cartographique, ce sont les petits points violets que vous voyez sur la carte de gauche. Et ensuite, à partir de ce géocodage, on va avoir tout un tas d'informations qui sont déjà liées à l'iris d'implantation, donc au quartier iris dans lequel réside le client. Donc ça va être on est dans un quartier plutôt pavillonnaire, on est plutôt en centre-ville, on est dans un quartier aisé, on n'est pas dans un quartier aisé, on est dans un quartier âgé, etc. Donc on va avoir toutes ces informations-là qui vont nous permettre un peu d'approcher le profil du client. Et puis on va aussi avoir des informations qui sont liées à la proximité des commerces et notamment à la proximité des magasins de l'enseigne concernée. Donc on voit qu'on va être dans la deuxième carte sur les petits points verts. Donc on voit qu'on a des clients qui sont proches des magasins et d'autres qui sont bien sûr beaucoup plus loin. Donc sur le deuxième exemple à Paris, on a pris des exemples un petit peu caricaturaux. On est bien sûr sur des iris là beaucoup plus denses qu'on était à Blois, avec des revenus très élevés et des distances réseau physique qui sont très courtes. Donc on a vraiment des grosses différences sur à peu près tous les critères qu'on va pouvoir évaluer.
Donc maintenant, avec ces informations-là, quels sont les critères qui ont un impact sur nos 3 campagnes? Donc, on a commencé par analyser la taille de l'agglomération. Hein. Donc, l'UU, c'est l'unité urbaine, hein, c'est assez large. Pour voir si, en gros, on a constaté vraiment des différences de retour entre les gens qui habitent dans des grandes agglomérations et des gens qui habitent donc dans des agglomérations petites ou moyennes. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas le critère clé le plus explicatif. On a un taux de retour légèrement meilleur en rural, mais ce n'est pas très très significatif. Par contre, si on s'intéresse à un niveau un peu plus fin, qui est la typologie sociodémographique des iris d'Asterop, qui permet vraiment de qualifier les iris selon en fait, la population des iris, on voit qu'on a des phénomènes marquants qui apparaissent. Hein, donc, c'est vrai que je n'ai pas expliqué, mais là sur les graphiques, ce sont des indices bassins qu'on analyse. Hein, donc, quand plus ma barre est vert, plus j'ai une surreprésentation des taux de retour plus forts que la moyenne dans la catégorie. Et plus je suis dans le rouge, plus les taux de retour sont faibles. Donc, on observe qu'on a des volumes d'achat qui sont beaucoup plus faibles, surtout tout ce qui est centre-ville, hein, que ce soit dans des grandes agglomérations ou dans des villes moyennes, alors qu'on a des taux de retour qui sont bien meilleurs sur tout ce qui est pavillonnaire, et notamment pavillonnaire aisé. Donc, on a vraiment là quand même des critères qui ressortent de manière significative quand on regarde juste la typologie sociodémographique de l'iris d'implantation. Si on s'intéresse maintenant à des critères spécifiques, donc en regardant par exemple le revenu, on se rend compte qu'on a un effet qui est marquant, bon, comme on pouvait le supposer. Hein, quand même. Donc ça, on est bien d'accord qu'on est sur le revenu de l'iris, hein, toujours, le revenu moyen des ménages de l'iris. Donc sur les iris les moins aisés, on a des taux de retour qui sont beaucoup plus faibles. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en revanche, sur les zones très aisées, au contraire, on a aussi de nouveau une diminution des achats, puisque ce ne sont pas vraiment des gens qui correspondent à la cible de l'enseigne qu'on étudie. On a aussi regardé ce qui est potentiel de soins personnels, hein, donc ce sont les potentiels de dépenses des ménages dans les soins personnels. Donc là encore, on a quand même un effet positif des plus forts potentiels, mais on voit que disons que le potentiel global soins personnels ne suffit pas à expliquer le retour sur des campagnes sur une enseigne particulière. Et enfin, quand on regarde par exemple donc la distance au magasin de l'enseigne concernée, on a un phénomène assez intéressant, puisqu'on se rend compte qu'on a des meilleurs taux de retour sur des gens qui sont, disons, éloignés de manière assez moyenne. On a des plus faibles taux de retour quand on est très proche de l'enseigne, en fait, ce qui correspond assez à la population de centre-ville, donc ce qui rejoint les analyses menées sur la typologie sociodémographique, et en même temps des taux de retour aussi qui sont beaucoup plus faibles quand on est très éloigné. Alors ça peut être un défaut de notoriété. Donc voilà, sur ces critères explicatifs analysés, donc disons un par un. Finalement, on se rend compte qu'on a des phénomènes assez corrélés et que donc il serait intéressant de les regarder les uns avec les autres. Donc, puisqu'on est tous de formation un peu data mining, on a essayé de créer un indicateur un peu agrégé. Et en l'occurrence, on a fait une segmentation donc de cette base client relativement simple, hein, puisqu'on a juste fait une analyse factorielle et puis une petite classification par nuit dynamique pour ceux que ça intéresse. Et donc globalement, il faut bien voir qu'ici, on a utilisé que des critères exogènes, des critères externes liés à l'adresse des clients. On n'a intégré aucune donnée comportementale sur les clients. Donc en regardant juste les caractéristiques de leur lieu d'habitation, on distingue deux grands axes qui différencient nos clients, qui sont en gros un premier axe qui oppose l'urbain dense à la périphérie, et un deuxième axe qui est plus orienté vers le revenu. Des choses assez classiques. Et à partir de ces deux axes, on peut distinguer 9 grands segments de clients. Donc, qui vont de l'hyperurbain à des clients assez en périphérie à très haut revenu, ou alors en périphérie plutôt à bas revenu, et vraiment dans des zones plutôt rurales. On a donc des grands types donc de clients qui apparaissent. Et donc, bien sûr, on a analysé finalement les taux de retour sur cette grille d'analyse, donc par rapport à la segmentation qu'on a pu faire. Et là, on se rend compte que on a deux choses qui ressortent principalement. Donc, que l'hyperurbain a des
les achats, disons, hyper-urbains sont beaucoup plus faibles qu'ailleurs, puisqu'on a un indice qui est à 50, donc il réagit 2 fois moins bien que la moyenne. Donc, cette classe hyper-urbain représente 7% des clients ciblés et seulement 3% des retours. En revanche, une classe comme la classe moyenne, donc qui est plus une classe à revenus un peu moyens, qui habite dans une zone un peu pavillonnaire, famille, représente 12% des clients ciblés pour 16% des retours. Donc on se rend compte qu'effectivement, a priori, c'est quand même plus intéressant d'aller solliciter ces personnes-là que les personnes qui habitent en centre-ville et qui apparemment sont beaucoup moins réactifs à ces campagnes. Donc ça, c'est vraiment sur l'analyse, disons, globale des 3 campagnes. Et donc, on a aussi regardé ce que ça donnait, disons, campagne par campagne, puisqu'effectivement, je rappelle qu'on a quand même 3 campagnes distinctes, donc le maquillage, le shampoing et puis ces produits solaires. Et en fait, là, on se rend compte qu'on a aussi, sur cette grille d'analyse, qui est une segmentation basée que sur des critères exogènes, des grosses différences sur les retours et donc les achats réalisés suite à ces campagnes mailing. On a une constante qui est un taux de retour beaucoup plus faible sur l'hyperurbain. Donc là, ça semble assez effectivement robuste comme, comme conclusion. Et par contre, on a quand même des différences assez significatives sur d'autres classes. Par exemple, la classe moyenne qui nous semblait être donc une classe vraiment plus sensible aux campagnes, et en fait beaucoup tirée par la campagne 3 où ils ont beaucoup fait d'achats sur cette campagne-là. Donc si on regarde en particulier donc cette campagne et qu'on se dit finalement qu'est-ce que ça aurait pu donner si on avait ciblé si on avait eu cette typologie pour cibler vraiment les clients des classes les plus favorables, on se rend compte qu'on peut améliorer petit à petit les taux de retour. Donc effectivement, on part à la base d'une base de plus de 13 000 clients avec 230 achats. Si on s'intéresse aux classes les plus favorables, donc avec des indices plutôt donc supérieurs à la moyenne, donc éloignés aux revenus, urbain aisé, classe moyenne, périphérie moyenne et périphérie bas revenu, on améliore nos retours puisqu'on passe à 2% de retour avec 160 achats. Et par contre, si on cible vraiment les 2 classes qui sont les plus favorables sur cette campagne, on passe à 2,45% de taux de retour, donc plus 40% pour 72 achats. Donc on se rend bien compte effectivement qu'on peut, à partir de ces critères, améliorer les taux de retour, puisque par contre, ce qu'il apparaît nettement, c'est que l'amélioration de ces taux de transformation va de pair avec une baisse nette des volumes ciblés sur ces campagnes et donc finalement aussi des achats. Puisque globalement, si on se concentre sur le ciblage le plus fin, on a une baisse de 77% des clients ciblés, mais on a aussi une baisse de 69% des achats. Donc en fait, la façon dont nous, on veut utiliser ces ciblages avec Maximize, c'est se dire finalement, aller chercher des nouvelles cibles sur ces critères-là. Donc si on arrive à conserver ce taux de transformation de 2,45%, en fait, pour avoir les 230 achats qu'on a eu initialement, il aurait suffi de cibler 9400 clients. Ce qui veut dire que pour avoir les mêmes achats que ce qu'il y a eu, on aurait pu envoyer 29% de mails en moins. Donc c'est un peu là-dessus que je voulais vous laisser méditer. Et donc je laisse Maëlys vous poser une dernière question de sondage. Merci Sophie, et la question de sondage en fait a été posée par Sophie pendant sa présentation, c'est-à-dire utilisez-vous déjà des données de géomarketing dans vos ciblages clients? Oui, non, vous ne savez pas. Donc utilisez-vous déjà des données de géomarketing dans vos ciblages clients? Je laisse encore quelques secondes pour répondre à la question. Ok, très bien. Je ferme le sondage. Et vous voyez que 67% d'entre vous utilisent déjà des données de géomarketing dans les ciblages clients, contrairement à 33% qui, eux, ne le font pas. Parfait, je vous remercie d'avoir répondu à cette question et je laisse la parole à Isabelle pour la conclusion. Merci Maëlys, merci Sophie pour ces explications. Donc nous on commence depuis quelques mois là, à travailler avec Asterop. On est très satisfait de ces premiers tests et de ces premiers résultats, puisque on sait chez Maximize, c'est comme beaucoup d'entre vous, je pense que le ciblage est évidemment essentiel dans l'efficacité du marketing direct. Comme l'a rappelé Sophie,
En début de présentation, pour des raisons évidentes de coût, quand vous êtes sur du multicanal, quand vous avez à la fois du SMS, qui est un média qui coûte encore cher aujourd'hui, du mailing papier qui est très quali, mais qui coûte aussi, et dans l'emailing, le risque n'est pas tellement autour du coût, mais comme le disait Sophie, de la délivrabilité. On sait que ce ciblage est essentiel, et nous, chez Maximize, on a depuis quelques mois aussi une démarche pour essayer d'enrichir nos données actuelles, d'aller chercher de la donnée à l'extérieur pour encore améliorer notre travail, la manière dont on comprend nos membres, dont on les connaît et dont on les cible. C'est pour ça qu'on s'est rapproché d'Asterop pour commencer par cette première idée. C'est on a l'adresse postale de nos membres, elle est très qualitative chez nous puisqu'ils nous la donnent pour recevoir des cadeaux, donc autant vous dire qu'ils nous donnent une bonne adresse postale et qu'ils font bien attention à ce qu'elle soit exacte. Donc on s'est dit, on sait déjà où ils habitent, qu'est-ce que peut nous apprendre leur environnement. Donc j'espère qu'on vous a montré aujourd'hui sur cet exercice et cet exemple qu'on améliore très significativement nos résultats et qu'on serait capable de beaucoup mieux cibler et qu'on va être capable, puisqu'on va intégrer ces données bientôt, de mieux cibler dans nos bases avec ces données de l'environnement géographique. Et moi, j'étais même très surprise que ce soit à ce point-là évident alors qu'on est sur des campagnes online. Donc l'endroit où résident les personnes aurait pu avoir un impact plus significatif sur des campagnes en mailing par exemple, et ça en a même sur le comportement online. Là où elles habitent peuvent déterminer la manière dont elles consomment sur Internet. Donc voilà, ça c'est l'autre chose que moi j'en retire. Et puis c'est aussi, nous on a une grande culture chez Maximize du nominatif, par définition. On fait pour les enseignes avec lesquelles elles travaillent principalement des programmes de fidélité en premier lieu pour qu'elles connaissent leurs clients. Quand vous êtes, pour prendre un exemple comme un autre, quand vous êtes Carrefour, au tout début, quand vous n'avez pas de carte de fidélité, vous êtes incapable de savoir qui vient de passer en magasin. Donc la première raison pour laquelle les gens font un programme de fidélité, généralement, c'est pour identifier leurs clients, pour les connaître de manière nominative, pour pouvoir leur écrire, leur parler. Et donc là, on est en train de dire que des données qui sont non nominatives, puisque c'est les données à partir de l'adresse postale, mais toutes les personnes qui habitent dans le même iris, on a la même information sur eux. Bien, même ces données non nominatives sont révélatrices d'appétence et de comportement. Donc ça, c'est assez nouveau pour nous, parce que c'est pas trop dans notre culture de réfléchir à ces données non nominatives, donc ça nous ouvre tout un champ de réflexion. Et puis, le dernier point, il est plutôt sur demain, puisqu'on se demande comment on va aller plus loin de ce qu'on a fait là. Donc, ce qu'on imagine, c'est que pour améliorer l'ensemble de ce qu'on vient de faire et de ces campagnes, ce qui serait très intéressant, c'est qu'on arrive à travailler aussi avec les marques, avec les clients finaux, puisqu'en enrichissant encore d'autres données du type les produits achetés par les clients, donc les données vraiment des enseignes, les canaux préférés, les produits achetés, on améliorerait probablement encore très significativement ces résultats et ces exemples. Voilà, pour conclure ce webinaire, je ne sais pas si Sophie, tu veux ajouter un mot autour de tout ça? Non, déjà je suis agréablement surprise de voir qu'il y a déjà beaucoup de gens qui utilisent des données géomarketing pour enrichir leurs connaissances clients. J'espère que donc ils sont aussi convaincus que nous de l'utilité de ces données-là et de ce qu'on peut faire en fait effectivement en intégrant et en croisant ces données-là avec les données des enseignes. C'est un petit peu effectivement le regret de l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment voulu voir ce que ça pouvait donner de prendre que des données externes. Maintenant on a envie effectivement d'aller croiser les données externes avec les données comportementales pour arriver à des segmentations encore beaucoup plus riches et à des outils vraiment, des outils de ciblage très opérationnels. Donc voilà, j'espère qu'avec Maximize, donc on pourra aller jusque là. Donc je vais peut-être laisser Maëlys prendre la main et vous demander donc si vous avez des questions pour donc sur cette présentation. Oui, merci Sophie et merci Isabelle. Merci à vous tous de votre attention. Donc pour les questions, on a une question de David qui nous demande « Mes clients sont des entreprises, est-ce que je peux appliquer la démarche que vous avez présentée ?» Alors oui, c'est une bonne question effectivement. Là, on a pris le cas du B2C en fait avec donc des clients qui sont plutôt
des clientes d'ailleurs surtout, et en tout cas des particuliers. Mais bien sûr, on peut tout à fait utiliser ce type de démarche dans un domaine plus B2B. On travaille d'ailleurs régulièrement avec des industriels ou même des acteurs de la banque assurance pour mieux comprendre des clients qui sont donc des établissements, des entreprises, voire des commerces. Par exemple, quand on va travailler sur, si je suis un labo pharmaceutique et que je veux travailler avec des pharmacies pour mieux cibler les visites que je vais faire dans ces pharmacies, on va vraiment aller travailler sur l'analyse de la zone de chalandise des pharmacies et ensuite donc de leur comportement et de leur chiffre d'affaires en fait, de leur vente, pour vraiment intégrer la notion de potentiel des pharmacies aux outils de ciblage des pharmaciens, enfin des laboratoires, pardon, pour permettre en fait de faire des outils assez opérationnels, non seulement pour cibler les visites, pour se dire il vaut mieux que j'aille voir quand même les pharmacies qui ont plus de potentiel sur mon produit que les autres, mais aussi pour préparer les visites, puisque derrière on peut aussi fournir des rapports qui vont apporter tout un argumentaire en fait aux forces de vente dans le B2B. Merci Sophie. On a une question de Jean-Philippe qui demande comment avez-vous pu croiser les données Maximize avec les données Asterop. Isabelle? Alors, on les a croisés par l'adresse postale en fait. C'est-à-dire que nous, on a fourni à Asterop notre base et les personnes sur qui on avait envoyé ces 3 campagnes avec leur adresse postale. Et c'est par cette donnée-là uniquement qu'Asterop a pu enrichir l'ensemble des informations que eux ont à disposition à partir d'une adresse postale. Voilà. Une question maintenant de Tao qui demande quel est l'outil de géocodage utilisé par Asterop. Alors, en l'occurrence, l'outil de géocodage utilisé par Asterop, c'est Analyzer, c'est-à-dire l'outil géomarketing qui est développé et donc commercialisé par Asterop, puisque donc on a une base de géocodage qui nous est propre. Donc, en tout cas, à minima sur la France métropolitaine, on utilise vraiment nos outils pour tout ce qui est géocodage. Merci Sophie. Je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions dans le panneau de contrôle à droite, n'hésitez pas s'il y en a d'autres. J'ai aussi Valérie qui demande comment Asterop a-t-elle construit sa segmentation? Alors, en l'occurrence, la segmentation qui a été présentée, c'est une segmentation relativement simple, qui est donc juste une segmentation qui a été travaillée d'abord en faisant une analyse factorielle. Donc là, je parle un peu pour les plus statisticiens d'entre vous. C'est-à-dire qu'on essaie juste d'identifier en fait à partir de toutes les données qu'on a, qui sont donc les données géomarketing dont on a parlé, donc les revenus moyens sur l'iris, la densité de population, la taille de l'agglomération, la proportion par classe d'âge, des choses comme ça. On peut avoir toutes ces données-là. On va en fait identifier dans ces données-là les facteurs qui sont des combinaisons de ces facteurs-là et qui différencient le mieux les clients. En l'occurrence, c'est là-dessus qu'il serait intéressant justement de croiser avec les données comportementales, c'est-à-dire au lieu d'identifier juste les facteurs qui différencient mieux les clients, ce serait d'identifier les facteurs qui expliquent le mieux le comportement des clients. Donc là, avec des analyses plus croisées. Et c'est des choses qu'on fait aussi vraiment dans d'autres cas et qui fonctionnent très très bien. Et donc en tout cas, à partir de ces axes donc factoriels, donc il y a toutes les méthodes statistiques de classification sont possibles. Là, en l'occurrence, on a simplement fait une petite nuée dynamique qui consiste en gros à rapprocher à partir de noyaux les individus qui se ressemblent le plus à partir des axes qu'on a construits et donc cette distance statistique et cet espace de représentation qu'on a mis en place. J'espère ne pas avoir perdu tout le monde et dégoûté tout le monde de la statistique avec ces quelques mots et avoir répondu donc à la question. Et une dernière question de Catherine. Comment vos sociétés pourraient enrichir ma base? Alors, je prends la parole sur ce sujet. De différentes manières, en tout cas nous, chez Maximize, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de data appending. Donc, on prend une base de données clients et on va enrichir effectivement certaines données dans cette base. Donc,
La première chose qui se fait très classiquement, c'est de l'enrichissement de points de contact. Vous avez dans votre base uniquement vos clients et leur adresse postale. Ben, nous, on va être capable, par exemple, de vous enrichir en email, en téléphone portable, en téléphone fixe, puisque, évidemment, je le rappelle, nos membres ont donné leur accord pour que ces informations soient diffusées à des tiers. Ça fait partie de nos conditions générales et c'est très, très clair sur notre site. Hein. Après, ça c'est l'enrichissement de points de contact. On fait de l'enrichissement pur et simple de données. On l'a fait pas longtemps pour un autre acteur de la beauté, où il avait donc beaucoup d'adresses email, certaines adresses postales, mais il ne savait ni le genre, ni l'âge, et ni le nombre d'enfants, en l'occurrence de ses clients. Et clientes, donc on a enrichi ces 3 informations sur sa base. Alors évidemment, c'est de l'enrichissement personne à personne, donc je m'explique, c'est pas de l'enrichissement exhaustif. Je ne vais jamais retrouver dans ma base 100% des individus de votre base. Par contre, il y a des techniques. Alors pour certaines informations comme l'âge, on a des techniques à partir du prénom, on peut faire de la modélisation de tranches d'âge, des choses comme ça. Et puis c'est là aussi qu'on se complète complètement avec Asterop, puisque Asterop, à partir du moment où vous avez l'adresse postale, Asterop est capable de vous enrichir une information, pour le coup, sur 100% de votre base. Là où nous, on sera toujours sur du nominatif versus nominatif, donc on sera à des taux de croisement d'expérience entre 20 et 40% en fonction des cas. Voilà, oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est une belle offre qu'on peut proposer ensemble, je pense. C'est que Maximize dispose de données auxquelles nous n'avons pas du tout accès, hein, puisqu'ils ont quand même des données très très riches sur notamment les comportements clients, etc. Et effectivement, alors que eux, le travail d'Isabelle serait plus un travail de rapprochement nominatif, nous on va pouvoir faire un travail sur l'adresse, donc moins précis, mais plus exhaustif. Et en fait, en croisant un petit peu les deux, on pourrait aussi extrapoler un petit peu les informations que peut enrichir Isabelle grâce à son rapprochement nominatif à l'ensemble de la base, et en tout cas à une grosse majorité à partir du moment où les bases sont effectivement qualifiées sur l'adresse, ce qui est quand même souvent le cas pour peu que vous fassiez quelques livraisons notamment. Donc là-dessus, effectivement, il y aurait intérêt, je pense, à utiliser les différentes sources pour optimiser, disons, l'information disponible sur les clients. Très bien, bon, écoutez, je vois qu'on a répondu à toutes vos questions. Merci à tous. On a été ravis d'animer ce webinaire et on espère surtout qu'il a répondu à vos attentes. On se permettra de vous recontacter dans les jours à venir ou à la fin, en tout cas, des webinaires auxquels vous souhaitiez assister pour vous soumettre une enquête de satisfaction. Je vous affiche à l'écran l'agenda des prochains webinaires. Donc le suivant a lieu mardi 27 mai, pareil de 13h30 à 14h30 et cette fois-ci il portera sur l'expertise combinée d'Asterop et de son partenaire AGT, de l'étude de marché à l'analyse des ventes, les outils de business intelligence indispensables. Voilà, si vous souhaitez vous inscrire à d'autres webinaires, rendez-vous sur le site www.asterop.com. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question que ce soit. Donc notre adresse webinar@asterop.com vous permet de contacter directement les intervenants Asterop et partenaires. Donc Isabelle Boniface se tient également à votre disposition. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et on vous remercie tous d'avoir été aussi réactifs. Merci à tous. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Au revoir.